Cet exercice a été proposé par Victor Ferry dans son atelier de rhétorique et ça consistait à dire un discours sur un sujet qui nous intéressait. Dire un discours et nous filmer. Alors mon sujet est, écoutez, vous savez quoi? Vous allez le deviner par vous-même. Oui, c'est un échec. Nous le savons tous. Même si le dire est proscrit, même si le penser nous est refusé, même si nos enfants, nos petits, notre avenir, l'avenir de notre pays sont au cœur de la tourmente, c'est un échec. Depuis presque 50 ans, le collège unique est un désastre et le dire, une infamie. Alors pourquoi un tel éclat? Pourquoi une telle verve, un tel rejet? Parce que les constats, les critiques, les articles, les analyses, les études, les thèses, toutes ces indubitables réflexions n'ont servi à rien face au mur de certitude de nos pédagogues intello-politicaux qui préfèrent réformer des réformes réformées plutôt que de poser le problème sur la table et l'analyser en concertation et sereinement. Et la sérénité prend du temps. Quel est-il ce problème? Nos petits, de 10-11 ans, sortis du cocon du primaire, du confort d'une classe et d'un enseignant, d'un cadre et d'un entourage, sont jetés dans la fosse de collèges de plus en plus grands, de plus en plus peuplés, d'une jeunesse qui s'étale de 10 à 15 ans, d'1,30 m à 1,75 m, 80 pour certains en troisième. De gros collèges pour de grosses économies, une rentabilité de l'encadrement, une réduction des surveillants, mais une concentration éhontée d'adolescents en devenir, difficilement encadrables. La faute au personnel, ils font tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. La faute au rectorat, ils appliquent les directives. La faute aux collectivités, elles font avec des budgets à la baisse. La faute aux ministres, ils gèrent l'un des plus gros budgets d'État. Plus grave, ces enfants venus de toutes parts, de tous les horizons, parfois lointains, et dont aucun n'a le même niveau, les mêmes connaissances, les mêmes apprentissages et les mêmes difficultés à appréhender, sont souvent regroupés dans de lourdes classes, laissant les enseignants face à une tâche incommensurable. Encourager et motiver les plus faibles, encadrer et dynamiser ceux qui sont déjà sur des rails, valoriser et pousser ceux qui roulent. Appliquer des programmes exigeants, parfois déconnectés, toujours sous-évalués dans leur application horaire. Nos enfants, à l'âge critique et incroyable où leur conscience s'élabore, où leur univers intérieur s'ouvre au monde, où leurs appétits vitaux explosent, se trouvent jetés dans la fosse aux lions, sans transition. Violence verbale, violence physique, harcèlement, phobie, anorexie. Les mots pèsent lourd dans le flot des mots que j'énumère. Le collège est le lieu où s'exacerbent les tensions de vie, d'énergie, d'apprentissage. Et ces tensions nécessitent notre attention. Une attention d'autant plus forte, d'autant plus vive, d'autant plus nécessaire qu'elle va structurer leur avenir, leur devenir, notre avenir, nos devenirs. Alors que faire, à part un beau discours? Remettre du sens et de l'humain au moment le plus délicat de la vie des collégiens. Bannir la concentration des établissements économiquement intéressants sur le court terme, mais dramatiques pour les êtres en devenir que sont ces enfants, serait la première des raisonnables mesures à prendre. Offrir aux petits 6e et aux presque grands 5e un sas de transition en leur permettant d'appréhender ce nouveau cycle à 24 élèves maximum par classe, symboliquement 12 et 12 de chaque côté de l'enseignant. Et surtout, les encadrer dans chaque étape, dans chaque matière, dans chaque moment de ces 2 années cruciales. Alors comment faire concrètement? Réorganiser, recentrer, resserrer les équipes éducatives autour de ces enfants, en leur offrant un soutien constant, en leur apprenant à apprendre un cours, à le travailler, à le lire, à anticiper ses devoirs sur une semaine, sur 15 jours, à présenter un devoir, à organiser un classeur ou son cahier. Des choses simples, mais vitales, auxquelles beaucoup d'adultes ne pensent plus. Des codes que la plupart des enfants n'ont pas et n'acquièrent pas. Et pourtant, si une cohésion dans les états d'enseignement existait, si ces critères étaient de véritables préoccupations didactiques à cet âge, 11-12 ans, cela permettrait aux enfants qui ne sont pas aidés à la maison de gagner du temps sur la qualité et sur la compréhension de leur apprentissage, et aux autres, cela permettrait d'en libérer à leur famille.
Madame, je ne sais pas apprendre mon cours, j'y arrive pas, c'est pas de ma faute. Il faut lui expliquer à cette petite Léna concrètement comment faire. Lui dire que les titres donnent les thèmes, qu'il faut qu'elle repère les idées clés, qu'elle retienne les dates, qu'elle apprenne les points sur lesquels le professeur a tellement insisté. Ah, écoutez en classe, c'est important. Et après, pour être encore plus efficace, compléter ce cours avec le livre ou un autre document ou avec les cours de sa copine et pourquoi pas au CDI quand on a perm. Et surtout, il faut lui montrer concrètement à cette petite Léna comment faire et l'aider une première fois. Et tout cela, ce n'est pas dans les programmes, ce n'est pas prévu dans les horaires des programmes, cela ne figure nulle part. Et pourtant, c'est tout? Sacrée proposition. Non, on continue. Il faudrait aussi que les adultes qui les entourent parlent un langage cohérent en ce qui concerne les apprentissages méthodologiques. Ah, les joies du paragraphe qui commence par un alinéa de 3 carreaux chez Madame Trucmuche, de 4 chez Monsieur Marteau qui retire 1 point pour non-respect des consignes. Et puis, il y a aussi le paragraphe en histoire géo, où c'est encore une autre histoire, et en philo, en économie pour les plus grands, bref, la foire d'empoigne et de l'incohérence du chacun pour soi et sa petite matière. Anecdotique? Argument de surface qui n'évoque que la forme et pas le fond? Non. Car premièrement, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, comme l'a dit Victor Hugo, et deuxièmement, ce premier écueil en masque un plus structurel et beaucoup plus polémique. Ne serait-il pas judicieux, à l'heure où de courageux enseignants payent de leur vie l'enseignement de la liberté de penser? J'évoque ici Samuel Paty, cet enseignant qui a été décapité, pas d'euphémisme pour désigner l'acte de barbares immondes au cerveau vide. Ne serait-il pas judicieux de réfléchir, de penser les différentes matières enseignées, dans la mesure du possible, dans une corrélation de liens, de portes d'entrée communes, afin que puisse se créer de matière en matière, de cours en cours, une communauté d'idées à confronter. Concrètement, des programmes qui étudieraient la deuxième partie du 19e avec la Seconde République de Napoléon III en histoire pourraient être corrélés avec en français l'étude de Victor Hugo et son opposition terrible à l'empereur qui lui a valu quand même d'être exilé pendant presque 19 ans. Les caricatures politiques de l'époque seraient étudiées dans les deux matières avec une ouverture sur les arts plastiques et sur la caricature en général, son histoire, son évolution en France et pourquoi pas aussi en Angleterre, l'Angleterre du 19e, 20e, l'Allemagne, l'Espagne, selon les langues vivantes étudiées, leurs spécificités, leur façon de critiquer, de s'opposer et les liens avec notre pays. Bref, une fois annuellement dans le programme général, rassemblant toutes les matières, créer des liens thématiques, historiques, artistiques entre les matières et faire de même entre les matières scientifiques, ancrer les enseignements dans une continuité. Car ce qui manque cruellement dans ce collège hétéroclite, c'est du lien symbolique, intellectuel, humain, de la cohérence, de l'entraide, des ouvertures, des perspectives. Structurer l'esprit des enfants en devenir en leur donnant une méthodologie commune et des enseignements liés, solides, reliés, qui font sens. J'ai particulièrement évoqué les petits parce qu'ils me semblent plus fragiles, mais ces idées pourraient tout à fait se concrétiser avec des variantes et des nouveautés pour les 4e, 3e, par exemple, l'enseignement de la rhétorique qui compléterait merveilleusement ce premier cycle du collège. Voilà quelques idées. Oui, mais là, attention. On ne touche plus les enseignants, ces fainéants monolithiques dont on n'obtient rien, mais bien une organisation interne, établie par des spécialistes réunis en groupes d'influence, en ponte de matière, plus promptes à critiquer qu'à s'appliquer eux-mêmes les reproches qu'ils stigmatisent. Et puis, on touche aussi plus largement à la politique. Car il s'agit bien ici d'instruire correctement le plus grand nombre, tous les enfants de France, et de leur donner des armes solides, établies, construites, qui leur serviraient durant toute leur vie. Apprendre à apprendre, construire une culture solide et cohérente, mettre ces idées en mouvement. Et là, brusquement, on aborde les rivages et les rives dangereuses d'un peuple structuré et pensant, et donc d'un peuple beaucoup plus réactif, politiquement parlant. Et brusquement, nos petits 6e, ils en deviendraient presque menaçants.